Bonjour, bonsoir plutôt, et bienvenue donc pour cette nouvelle soirée avec Jeanne Mascolo de Philippis qui va nous présenter et son film qu'elle a fait sur Alexandra Devinel et le livre qu'elle vient d'écrire sur le sujet. Alors, vous pouvez constater qu'habituellement, pour ceux qui viennent habituellement, qu'il y a un fond sonore aujourd'hui. C'est pour une raison très simple, c'est que Alexandra Devinel, en début de carrière, était chanteuse d'opéra, ce qu'elle nous racontera aussi tout à l'heure dans le cadre de son livre, et qu'elle a chanté Thaïs de Massenet, dont vous entendez ici un extrait chanté par Renée Doriac, qui a été la grande Thaïs française. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Jeanne qui va nous présenter. Alors encore autre chose, Alexandra Devinel a chanté de l'opéra et a fait un drame lyrique qu'elle a chanté également et qu'on est en train d'essayer de remonter. Donc je ne sais pas ce que ça donnera, mais on a un ténor qui vient d'arriver et qui travaille sur la partition et j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Ouais, voilà. Bravo. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être avec vous. Je me présente, Jeanne Mascolo, et j'ai un parcours un petit peu particulier où j'ai commencé par découvrir l'Himalaya et être amoureuse de l'Himalaya presque tout de suite quand j'avais 25 ans, et qu'à partir de là j'ai eu la chance de participer au premier voyage organisé qui se faisait à l'époque. On est dans les années 78-79. Par là-bas, il y a une toute petite agence qui vient de naître qui s'appelle Nouvelles Frontières, et comme j'avais déjà voyagé par là-bas, ils me proposent d'accompagner un voyage, et ce premier voyage s'est trouvé être un Ladakh en hiver, et là j'ai vraiment fait partie, j'ai eu cette chance incroyable de faire partie des premiers touristes, vagues de touristes qui sont retrouvés là-bas, et j'ai été moi aussi fascinée et par ces univers et par ces gens. Et je me suis retrouvée, Alexandra dirait qu'il n'y a pas de hasard, mais je me suis retrouvée à accompagner en Himalaya, moi à la parisienne, comme Alexandra, mais qui ne connaissait même pas les Alpes ni les vallées françaises. Et en une dizaine d'années, je me suis retrouvée à avoir un peu parcouru et traversé toutes les différentes régions d'ouest en est de l'Himalaya, et puis ensuite le Tibet quand le Tibet a ouvert. Et là, je me suis rendu compte que le Tibet ouvrant, autant on parlait anglais presque partout en Inde ou au Népal, c'était pas du tout le cas au Tibet. Et j'ai eu envie de m'inscrire au Langso pour découvrir plus de la civilisation et de la langue tibétaine qui me parlait particulièrement. Et à la suite de ça, j'ai été contactée par les premiers, alors il y a eu les premiers voyages, puis après il y a eu les premiers documentaires. On est dans les années 85-86, et comme j'écrivais toujours des articles au retour de chacun de mes voyages, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais les réalisateurs de documentaires qui ont eu envie d'aller dans ces régions m'ont contacté en me demandant d'être leur conseillère technique, leur assistante. Et j'ai comme ça, pendant 2 ans, 3 ans, été l'assistante des premiers documentaires qui se sont tournés par là-bas, français bien évidemment. Et donc, à force de raconter des histoires à des voyageurs, à des clients, à des groupes, eh bien, je me suis rendu compte que faire des documentaires, c'était faire la même chose, mais raconter des histoires pour un plus grand public, à la caméra, et eh bien, je me suis lancée. Et comme je m'étais passionnée pour la vie d'Alexandra Devinel, évidemment, parce que quand on part par là-bas, on ne peut que s'intéresser à ce qu'elle a écrit, à ce qu'elle a fait, et qu'il y avait à l'époque encore pas mal de ses livres qui étaient épuisés, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant, grâce au remarquable travail, entre autres, de celle qui fut sa secrétaire pendant les 10 dernières années de sa vie. J'avais en tête, je me suis dit, mais voilà, je vais raconter l'histoire d'Alexandra. Et j'avais surtout rencontré sa secrétaire, et elle m'avait parlé d'un vœu qu'elle aurait voulu exaucer, Alexandra, et qu'elle n'avait pas pu exaucer jusqu'à présent parce qu'il se passait au Sikkim, et qu'à l'époque, on est en 1989-90, le Sikkim est encore fermé aux étrangers pour des raisons de géopolitique. Sikkim annexé par l'Inde de facto en 1975, donc c'est assez récent, et c'est frontière avec la Chine, donc c'est très délicat et sensible comme sujet. Et donc autant elle avait pu exaucer le premier vœu d'Alexandra, qui avait été de rapporter
ses cendres et celles de son fils adoptif, le Lama Yongden, au Gange, à Bénarès, pour qu'elles soient jetées dans le Gange. Autant le deuxième, qui était de restituer dans un des monastères du Sikkim, où elle était restée très longtemps, et où le Maharaja de l'époque lui avait confié une espèce d'étude en vue de réformer le bouddhisme tibétain, qui à l'époque s'amenuisait considérablement dans la qualité de son contenu dans ces monastères du Sikkim. Elle était restée dans ces monastères, elle avait même prêché, et surtout elle avait été un peu plus haut initiée par un grand maître. Enfin bon, toujours est-il que quand elle part et qu'elle quitte finalement le Sikkim, le Maharaja lui remet cette statuette qui était une statuette très précieuse et qui avait été remise au XVIe siècle du Tibet dans le monastère. Et donc, elle s'était fait un vœu qu'à sa mort, elle reparte. Voilà. Marie-Madeleine me raconte cette histoire. Moi, je voulais faire un film. Le sujet et le fil conducteur étaient tout trouvés. Et forte de ma petite expérience d'assistante, je me suis lancée. Et j'ai fait ce premier film. Le producteur a dit oui, c'est une très bonne idée, mais enfin, à l'époque, peu de gens connaissaient Alexandra David-Nel. Et ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je sois assistée d'un réalisateur confirmé. Ils m'ont présenté Antoine de Maximi, qui était à l'époque inconnu, mais qui est très connu maintenant du grand public, parce qu'il anime une émission de télévision qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». On s'est bien entendu, il était à la caméra, moi j'étais à tout ce qui était évidemment contenu et écriture. Et on a fait ce film, et j'ai été évidemment surprise, mais Antoine encore beaucoup plus, parce qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Lui, il faisait beaucoup d'aventures, d'expéditions scientifiques et tout ça. Et ce film a raflé tous les prix internationaux de festivals d'aventure de cette année-là, parce que dans le monde entier, Alexandra était très connue, et c'était finalement un film d'archives qui, pour la première fois, déroulait toute sa vie. Eh bien, c'était il y a plus de 25 ans. Et ce film est toujours aujourd'hui le seul qui est véritablement sur toute la vie d'Alexandra, évidemment en 50 minutes. Donc avec le livre, j'ai eu un peu plus de temps pour m'arrêter sur certaines périodes de sa vie. Mais ce qui est intéressant dans ce film surtout, c'est le fait que c'est une biographie vivante. Parce que Marie-Madeleine est un caractère, comme vous allez vous en rendre compte pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle habite d'ailleurs toujours dans la maison d'Alexandra. Et elle raconte à sa manière sa rencontre, sa vie, et même la vie d'Alexandra, puisqu'elle a été pendant 10 ans, mais vraiment nuit et jour, on peut le dire, à ses côtés, et qu'elle a puisé dans tous les livres, qu'elle a réédité. C'est elle grâce à elle qu'on a la correspondance, et ainsi de suite. Voilà, donc avec François, on s'est mis d'accord, et Adrien, qu'on vous présentait ce film qui dure 50 minutes, et puis qu'ensuite, eh bien de là, on prendra le relais avec le livre qui vient de sortir. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. C'était le tout début de mon travail sur Alexandra David-Nel, et pourtant cette phrase de fin que je mets à la fin de ces entretiens radio, où elle dit, ben voilà, on se prend à douter de rien, douter de tout, et y a-t-il une réalité derrière les images que nous voyons, derrière le panorama du monde? Finalement, après 2 ans de travail, de recherche, de tous les nouveaux documents que j'ai eus, et pour l'écriture de ce livre, eh bien c'est ça, ce qui définit Alexandra le mieux, c'est cette phrase-là, sur sa quête du sens à donner à la vie, mais surtout sur, ben voilà, est-ce que finalement, tout ça, c'est pas... Elle a été cantatrice, elle a été artiste, elle a été femme de théâtre, et est-ce que tout ça, c'est pas
une scène, la vie. On est dans une espèce de mascarade et elle reprend tous les termes du bouddhisme et du Bouddha et elle relie les deux. Et sa vie finalement ne va avoir été que ça. Ces récits qui la font connaître dans le monde entier sont des récits où il y a l'expérience vécue et en même temps il y a de la fiction aussi. Et elle mêle habilement tout ça et on est toujours entre le doute et la réalité, voilà, du monde. Et ça me frappe à chaque fois de voir que c'est finalement, quand je l'ai découverte et que j'ai travaillé sur elle, ben c'est cette phrase-là que j'ai souhaité mettre, alors qu'il y a des heures d'entretien, mais c'est celle-là qui me parlait le plus. Et voilà. Et à la fin de ce travail de biographie, eh bien, je suis plus que convaincue que c'est ça qui l'habitait. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais envie de vous dire, juste par rapport au film, qui me touche à chaque fois, comme quoi on vit toujours des choses qui se passent, enfin quand ça doit se passer, ça se passe. J'étais guide, comme je vous l'ai dit, dans l'Himalaya et chaque année je venais à Darjeeling, au Sikkim, à Kalimpong et je rencontrais entre autres Madame Williams, que vous avez vue, et pour mon groupe, le soir au coin du feu, elle nous racontait tout ça, elle nous racontait ce que son père lui avait raconté, ce qu'elle avait elle-même vécu, sa vie au Tibet et tout ça. Et moi, j'avais déjà dans ma tête l'idée d'un jour de faire quelque chose de ces beaux récits. Et je ne savais pas encore que j'allais pouvoir faire un film. Et chaque année, parce que je l'ai vu pendant presque 10 ans, je lui disais « Oh, je vous en prie, Madame Williams, attendez-nous, on va arriver avec... on voudra... » Et donc, j'ai réussi à pouvoir la filmer avec Marie-Madeleine. Et j'ai fait la même chose avec Monsieur Labussière, que je connaissais moins bien, mais que Marie-Madeleine m'avait présenté à Paris, et qui était de plus en plus malade. Et j'ai réussi donc à avoir ce petit entretien avec lui qui était un peu difficile. Comme vous l'avez remarqué, il avait du mal à s'exprimer. Mais là aussi, c'était une personne vivante qui nous racontait Alexandra. Pendant ses voyages, il n'y avait pas d'image, donc tellement peu de choses d'elle. Et tous les deux n'ont pas vu le film. Ils sont décédés pendant que je faisais le montage du film. Donc ils m'avaient, entre guillemets, attendu pour recueillir ces témoignages. Et donc je suis particulièrement contente d'avoir pu le faire, voilà, modestement, dans ce film. Et puis je le présente toujours, voilà, là c'est dans le cadre, il accompagne évidemment ma tournée de signature et de dédicace autour du livre, mais très souvent dans les festivals, on me le demande régulièrement. Donc j'ai toujours plaisir à le reproposer, entre autres, dû à la présence de Marie-Madeleine qui donne vie à tout ça, évidemment, qui est elle aussi une femme formidable à laquelle je tiens à rendre hommage. Voilà. Donc maintenant, bien sûr, je peux vous parler du livre comme ça directement, mais peut-être que s'il y en a certains d'entre vous qui avaient envie de me poser une question précise qui ferait le lien, je suis bien volontiers prête à y répondre maintenant. Et puis après, je vous dédicacerai pour ceux qui le souhaitent. Mais Tu as mis combien de temps pour écrire ton livre là ? Presque 2 ans. On a commencé à en parler à peu près voilà, il y a 2 ans pendant l'hiver. Le contrat ne s'est signé qu'au printemps, mais on va dire j'ai vraiment mis 1 an et demi. C'est surtout parce que j'ai voulu... on est venu me chercher. C'est pas moi qui ai voulu... comme vous le savez, certainement... Vous devez tous vous intéresser au Tibet, ici. Des biographies d'Alexandra, il y en a beaucoup déjà. Alors évidemment, chacune, à chaque fois, apporte sa petite pierre à l'édifice, parce que c'est une femme qui a vécu 100 ans, parce qu'elle a vécu toujours dans cette même maison, cette maison de Digne, c'est un socle important de sa vie. Sabo est une grande voyageuse, une femme qui est en mouvement tout le temps. Quand elle revient, elle se pose. Et là, elle reste immobile, ou presque, parce qu'elle voyage dans sa tête, mais ce qu'elle fait, c'est travailler, écrire, et ça, c'est dès le premier retour, c'est-à-dire, elle rentre en 26, elle achète la maison en 28, et pendant presque 10 ans, elle va rester là, et puis après, de nouveau, au retour après la Deuxième Guerre mondiale, et elle va plus bouger de cette maison, et dans cette maison, il y a donc toute sa vie qu'elle a rapatriée au cours de ses voyages, et il y a encore beaucoup, beaucoup d'archives. Donc, il y a plein de choses qui ont pu émerger du temps de Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine faisait ça aussi, on va dire, d'une manière complètement intuitive, étant celle qui avait recueilli voilà, toute la vie d'Alexandra sur la fin de sa vie, et puis ensuite, Alexandra a fait de la ville de Digne sa légataire testamentaire.
C'est-à-dire qu'elle a tout légué à la ville, mais avec évidemment une condition très importante, c'est que Marie-Madeleine reste dans la maison jusqu'à la fin de ses jours. La maison s'est transformée en une espèce d'association, fondation. Marie-Madeleine tenait à bras le corps, faisait visiter elle-même physiquement, emmenant partout dans les... certains d'entre vous ont dû voir la maison, voilà. Et puis ensuite, petit à petit, en vieillissant, elle commençait à avoir enregistré ce qu'elle nous raconte là. Elle l'avait enregistré parce qu'elle était un petit peu fatiguée, mais elle était toujours là. Et puis maintenant, elle vit vraiment dans la deuxième partie de la maison, qui est devenue une maison où il y a des expositions temporaires, ses appartements, où elle héberge aussi des chercheurs, comme le souhaitait Alexandra. Mais la maison maintenant, depuis 2 ans, a été reprise, depuis que Marie-Madeleine ne peut vraiment plus s'en occuper, ni elle ni son assistant. Elle a été reprise par la ville qui là a nommé une conservatrice, Nadine Gomez, qui là pour le coup travaille avec toute une équipe d'archivistes professionnels et qui font un travail qui est d'essayer de mettre en boîte, en liste, tout encore ce qui est inédit, aussi bien au niveau des correspondances. Ils continuent à recevoir régulièrement des gens, des privés, des particuliers qui arrivent et qui disent voilà, on a retrouvé ça. C'est la correspondance qu'Alexandra avait avec un tel, avec papa, avec un médecin, avec un voyageur, avec un chercheur, avec des gens rencontrés là-bas en Asie. Donc c'est sans arrêt, mais ça nous aide dans le puzzle parce que Alexandra a été aussi une femme très secrète et il y a des choses dont elle ne voulait pas parler et petit à petit se reconstruit comme ça des périodes de sa vie sur lesquelles elle était aussi fâchée avec les dates. On ne savait pas si elle était partie à telle année, telle autre, et puis tout ça se brouillait dans sa mémoire. Donc voilà, il y a un travail très important qui est fait actuellement à Digne, et donc je suis repartie, j'ai eu envie, donc cette maison d'édition m'a contactée parce qu'ils avaient une collection qui s'appelait Textes et Images, où ils avaient déjà eu Kessel et London comme 2 premiers livres de biographie. Et ils voulaient évidemment non seulement faire la place à une femme, mais aussi quand ils ont entendu parler leur choix s'est posé sur Alexandra d'Avenel, ils ont appris que c'était le 150e anniversaire l'année dernière de sa naissance. Donc ils ont vraiment voulu que ça soit sur Alexandra. Et donc là, ils sont venus me chercher parce que j'avais fait ce film, je pense, entre autres, et que je connaissais bien le terrain, et qu'ils se sont dit que, c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, texte et image, c'est-à-dire d'associer les mots avec toute l'iconographie que je connaissais, et même je me suis amusée puisque je connais le terrain. Il y a des photos par exemple inédites complètement qui sont des photos que j'ai retrouvées au Sikkim dans l'institut de tibétologie où on était il y a 25 ans, et donc des photos que même la maison Alexandra d'Avenel ne connaissait pas. Il m'envoie la photo et moi je cherchais une photo du Maharaja. Et la chercheuse qui s'en occupe là-bas m'envoie une photo et me dit Jeanne, j'ai trouvé une photo, c'est la photo du couronnement du jeune Maharaja qui va mourir peu de temps après qu'elle l'ait connu, donc Sidéon Tulku. Et elle m'envoie la photo magnifique, bien un très beau tirage, c'était quand même une intronisation importante. Et dans les personnes derrière, je reconnais Alexandra, la chercheuse aussi qui ne pouvait pas savoir, donc il y avait l'émotion aussi à chaque fois de trouver des nouvelles choses comme ça. Voilà, j'espère que c'est pas fini, qu'il va y en avoir d'autres. Donc j'ai passé 1 an et demi. Quelqu'un d'autre aurait peut-être passé un peu moins de temps, mais moi c'est pas mon. Moi j'écris des films maintenant depuis 25 ans, donc j'ai l'habitude et j'ai participé à l'élaboration, l'écriture de plusieurs ouvrages collectifs, comme entre autres celui avec Françoise sur Lhasa. Françoise Pomaret, mais j'avais jamais écrit autant, donc c'était pour moi un défi, et donc j'ai voulu le faire vraiment à plein temps, quoi, voilà, pour essayer de le réussir au mieux possible. Alors je suis contente qu'il est déjà en réimpression, ça veut dire que, bon, un petit peu du chemin est parcouru. Dites-moi, monsieur. Est-ce que Marie-Madeleine était déjà allée au Tibet? Est-ce que Marie-Madeleine
Oui, parce que là, elle fait le voyage avec vous. Elle fait le voyage avec moi au Sikkim. Aussi, Là où oui. tout a commencé. Elle avait eu l'occasion, oui, depuis des années, avant même que je la connaisse, elle avait, depuis les années 80, depuis qu'elle était allée à Bénarès distribuer les cendres, repartir les cendres dans le Gange, elle avait fait une demande auprès du gouvernement indien. C'était beaucoup trop tôt et ils avaient fait fin de non-recevoir. Et puis, dans les années 85, elle avait rencontré quelqu'un qui revenait du Sikkim pour je ne sais plus quelle mission diplomatique ou autre, et qui lui avait dit « Ah, je peux peut-être vous présenter 2-3 personnes. » Voilà. Donc elle avait eu l'autorisation de venir, de se rendre une première fois à Gangtok, où elle avait rencontré quelques officiels, mais qui lui avaient dit « C'est trop tôt, il faudra réitérer, on n'a aucun permis. » Et moi, parallèlement, en même temps, c'était le même moment où moi, j'allais... j'emmenais beaucoup de gens en voyage dans ces régions-là. Darjeeling était autorisé et Kalimpong était aussi autorisé. Donc moi aussi, je rencontrais des gens de mon côté et c'est comme ça que dans les années 90, on a toutes les deux allié nos forces et qu'on a réussi à pouvoir, elle, de son côté, décrocher vraiment l'autorisation de venir au Sikkim restituer cette statuette et moi, de peut-être l'accompagner pour filmer. Alors, je vous cache, je vous passe tous les détails, mais ça a été épique, ça a été à la fois formidable parce que c'était le début, le Sikkim s'ouvrait et voulait profiter de cette opportunité pour pouvoir parler du Sikkim et de cette région méconnue de l'Inde. Donc on a carrément été invité, comme ça se faisait à l'époque, par la compagnie aérienne et une fois sur place. Donc pour le coup du film et de l'équipe, on est quand même partis un mois tous. Hein. C'était important. Mais en revanche, il y avait beaucoup de paranoïa sur ce qui était autorisé ou pas. Et donc il y a eu un drame absolu, c'est qu'après avoir tourné à Gangtok quelques jours, tout d'un coup on nous annonce que Marie-Madeleine va quand même pouvoir aller jusqu'à la grotte, jusqu'à la Chaîne, parce que elle c'était sa condition sine qua non. Parfois quand elle parlait d'Alexandra, elle disait je. Elle était capable de réciter, comme elle le fait à un moment donné dans le film à la grotte, les lettres d'Alexandra par cœur qu'elle avait tapées et elle était tellement imprégnée de tout ça. Donc elle voulait vivre, voir cet endroit. Et là, ils me disent qu'à moi, qui était presque pareil qu'elle, qui était aussi, je m'identifiais autant dans le personnage, eh bien que j'avais pas le droit d'y aller, ni moi, ni la caméra, ni l'équipe. Alors là, il y a eu vraiment 3 jours très douloureux, difficiles. C'était la première fois qu'il fallait affronter ça, surtout pour moi, qui n'étais pas encore aguerrie aux problèmes d'autorisation des tournages dans les pays un petit peu sensibles, dans les régions sensibles. Et finalement, on a obtenu un gain de cause avec, on a été autorisés, nous, en tant que touristes, à venir avec elle, mais on a dû cacher la caméra. Donc il y a eu un peu de suspense, on l'avait dans notre bagage en dessous, on arrivait là-haut à la Chaîne, on a dormi là-haut, et le lendemain, quand on a eu quelques ponémans qui nous ont emmenés, parce que vous voyez, on est à 4000 mètres, et Marie-Madeleine, elle ne peut pas monter, là, nous, dans notre sac à dos, Antoine a sorti, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus énormément de plans, Antoine a sorti la caméra, et on a pu tourner ces quelques moments évidemment d'émotions intenses, mais donc c'était la première fois qu'elle venait vraiment au Sikkim. Voilà. Après, elle y est retournée plusieurs fois. Parce que le jeune homme habillé traditionnellement, qui l'accompagne, qui lui tient la main, c'est le neveu de Lama Yongden, du fils adoptif d'Alexandra, qui avait gardé un tout petit lien avec sa famille épistolaire, et un jour Marie-Madeleine reprend contact avec eux, et donc il savait que Lama Yongden était décédée en 55, mais la famille gardait toujours un lien avec Alexandra, qui, très fidèle, Alexandra, elle passe son temps à écrire. Elle écrit tout le temps, à tout le monde, elle écrit. C'est incroyable ce qu'elle a écrit, il y a encore tellement de choses inédites écrites d'elle. Et donc, elle avait gardé ce lien, et quand on a su qu'on venait, elle a contacté, et ce jeune homme est venu, voilà, et il nous a accompagnés. Ça donne des images, j'avais l'impression pratiquement de revoir Alexandra avec... Exactement, oui, tout à fait. Elle est épuisée, qui l'aide, là. Voilà, c'est touchant. Elles sont très belles. Oui, parce que voilà, c'est complètement presque imprévu. Moi-même, je n'avais pas été prévenue. On a appris, au moment où on vivait ça avec lui, on a appris que c'était lui. Enfin, c'était comme ça, voilà. Et donc, eh bien,
ce qui m'a vraiment plu dans le travail que je viens de faire là, c'est ça, c'est de pouvoir associer le texte et l'image. Et ça, pour le coup, il y a plein de biographies, mais il n'y a aucune biographie avec les documents à côté. Et c'est ça qui rend mon livre, bien évidemment que dans mon livre, pour les spécialistes, il va y avoir des petites précisions, parce que j'ai pu retrouver trace de certaines choses, j'ai pu interpréter mieux certaines lettres, j'ai pu, on sait maintenant qu'elle a été en Inde en 92, on sait maintenant qu'elle a rencontré telle et telle personne, on sait, voilà, donc j'ai pu affiner et m'intéresser. On part vraiment en Inde avec elle au chapitre 8 dans mon livre, et je me suis vraiment arrêtée sur toute... Elle part quand même en Inde quand elle part pour 11 ans, que son mari lui autorise ce long voyage, qui, elle pense à l'époque, va durer 2-3 ans et qui va durer donc 14 ans. Elle a quand même 43 ans. 43 ans, quand on remet dans le contexte, ça veut dire qu'elle est presque, c'est presque une femme retraitée aujourd'hui. Donc, elle a vécu, et elle a eu, non pas une vie, mais elle a eu 10 vies, parce que dans le bouillonnement, le foisonnement des idées et de ce qui se passe à la fin du 19e, quand on est quelqu'un qui a envie de découvrir, de donner un sens à sa vie, bien c'est entre les idées qui circulent, entre le féminisme, entre l'émancipation des femmes, entre les idées... elle vit à Bruxelles, au milieu des proscrits, des anarchistes, des exilés, ça bouillonne, et tout ça, ça donne que c'est une femme qui a voulu s'émanciper, qui donc, quand ses parents lui disent qu'il faut qu'elle reprenne la boutique de sa mère, et puis qu'elle pense à 18 ans à peut-être trouver un bon parti, elle exige de rentrer au conservatoire de musique, parce qu'elle sent, elle demande d'abord, elle dit qu'elle veut étudier la médecine. Et évidemment, non seulement sa mère pousse des hauts cris, mais son père lui dit, enfin, vous n'y pensez pas, même les hommes ont du mal, vous n'y pensez pas, ma fille, et tout. Et on est quand même à une époque où la première femme médecin, ça sera Madeleine Pelletier, en 1907 ou 8, qui sera psychiatre à force de bataille. Les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans l'université de médecine. Donc elle se rabat et elle se dit, bon, depuis l'âge de 5 ans, mes parents m'ont appris la musique, j'aime la seule chose que j'aime, c'est l'opéra, c'est la musique, je rentre au conservatoire. Et donc, au moins, quand elle sort du conservatoire, premier prix de chant, elle a une voix qui va lui permettre de se dire qu'elle va pouvoir gagner sa vie. Car elle doit gagner sa vie. Ses parents ont fait des mauvaises affaires, surtout son père qui a mal placé l'argent, et il lui faut gagner sa vie. Et donc elle va commencer, et en même temps, elle se sent déjà une vocation non pas forcément d'écrivain tout de suite, mais elle s'intéresse énormément aux religions. Elle a grandi dans la religion catholique, mais elle va à 20 ans se convertir, d'abord au protestantisme, et très vite après, quand elle va à Londres, elle s'intéresse aux théosophes et là au bouddhisme, qui est aussi dans l'air du temps. Émile Guimet vient juste de rentrer d'Asie, il a décidé de faire un musée, parce qu'il est absolument passionné par l'Asie, par le bouddhisme. Il dit même, il y a cette phrase qui est en exergue de son livre, où il dit que pour comprendre le bouddhisme, il faut se faire une âme bouddhique, et donc il rapporte énormément d'objets, de choses et de textes, et il veut, c'est un riche héritier industriel, et il veut fonder un musée, d'abord à Lyon, et puis très vite il se rend compte que c'est pas possible, donc il obtient l'autorisation, on est en 89 quand le musée Guimet est inauguré à Paris, et Alexandra elle m'a dit que sa vocation est née dans la rotonde du musée Guimet, où trône d'ailleurs toujours le Bouddha qu'il a, et elle est emmenée, je crois que c'est dans les années 91-92 qu'elle va découvrir l'ambiance et l'atmosphère du musée Guimet, grâce à un de ses amis théosophes, puisqu'elle a déjà été à Londres, et elle appartient à la société théosophique, très, comme vous le savez peut-être, inspirée par
entre autres le bouddhisme, bon, qui veut, enfin ça va un peu plus loin les théosophes, mais ils ont l'idée que toutes les religions du monde pourraient s'unir, se réunir, se comprendre, et qu'il y a une vérité primordiale qui chapeaute tout ça. Et à l'époque, eh bien, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes sont théosophes. Et Alexandra, je crois que après son diplôme de premier prix de chant, c'est son seul diplôme, c'est la Société de théosophie. Voilà, elle n'en aura pas d'autre. Donc je me suis beaucoup arrêtée sur cette partie-là de sa vie, et pour essayer de comprendre voilà, ce qui a forgé sa personnalité. Dites-moi. Elle a écrit des choses sur sa carrière de chanteuse. Elle a écrit Oui, oui. Alors c'est absolument passionnant. Ouais. Donc dans le film, j'arrive juste. C'est tout début, puis c'est 50 minutes, donc il fallait vraiment que je passe vite, mais vous avez peut-être retenu qu'il y a le grand art. Le grand art ou journal d'une actrice. Oui. On est en 1901. Elle vient de rencontrer celui qui sera quelques années plus tard son mari, Philippe Nel, à Tunis. Et là, elle a vraiment envie, elle a 35 ans, elle est directrice du Casino de Tunis, elle sent bien que sa carrière de cantatrice traîne un peu. On la remarque, la presse la remarque, elle a fait des tournées jusqu'au Tonkin, elle est revenue, elle a été artiste lyrique, mais Massenet la rencontre, la recommande auprès du directeur de l'Opéra de Paris. Elle ne sera pas prise, elle est extrêmement vexée. Et donc, petit à petit, elle se détourne parce que parallèlement, elle avait développé son activité de journaliste. Elle participe à l'élaboration du journal féministe qui s'appelle La Fronde, Marguerite Durand. Elle est vraiment... et l'écriture est en train de prendre le pas sur... elle n'en gagne pas encore sa vie, mais sur la musique et sur sa carrière de cantatrice. Et là, donc... quand elle rencontre Philippe, elle décide, elle veut écrire et elle veut toucher à tout. Elle est donc journaliste, elle est presque orientaliste parce qu'elle a fait beaucoup d'études autour du bouddhisme. Elle a déjà écrit sur le bouddhisme et sur l'Orient. Et tout d'un coup, elle écrit un roman. Et ce roman s'appelle Le Grand Art ou Journal d'une actrice. Et il va sortir, enfin, elle veut essayer, elle va pas pouvoir l'éditer. Elle va le proposer en même temps, exactement au même moment que Octave Mirbeau, pour qui elle a beaucoup d'admiration, sort le Journal d'une femme de chambre. Et on peut vraiment faire le parallèle entre les deux. Journal d'une femme de chambre. À l'époque, les romans, ce type de roman sort en feuilleton dans les hebdomadaires, dans les journaux, dans les quotidiens, et ensuite il sort en roman. Et donc, de la même manière que Mirbeau dépeint la société à travers voilà, la femme de chambre, elle dépeint et décrit la vie nomade des troupes d'artistes de théâtre. Et quand on connaît sa vie, quand on connaît Alexandra, moi, à l'époque, quand j'ai fait le film, j'ai eu l'occasion de feuilleter. Maintenant, c'est interdit, il faut prendre des gants et tout. Mais à l'époque, j'ai eu vraiment le livre entre les mains, l'original. Et j'ai pas pu tout lire, mais c'était passionnant parce que c'était, c'était entre du Zola et du Maupassant, mais on sentait que ce qui était écrit, c'est une héroïne hein, qui tient son carnet de son journal, et on sent vraiment que c'est du vécu. On sent qu'elle dépeint quelque chose que si elle ne l'a elle-même pas vécu, elle l'a en tous les cas observé. Et donc, ce grand art, eh bien, c'est une chance. Eh bien, il est sorti exactement en même temps que mon livre, là, fin octobre. Et la semaine prochaine, dans 10 jours, je participe à une conférence avec Samuel Tevos, le chercheur, qui a non seulement permis que ce livre soit édité, enfin. Alexandra, elle a essayé à plusieurs reprises. Marie-Madeleine dit qu'elle a elle-même aussi essayé en 75, mais là, elle avait trop peur. Plomb surfait sur la notoriété d'Alexandra, exploratrice, ses récits qui plaisaient à tout le monde, grand public. Et comme dans ce récit, si on imagine
qu'Alexandra a vécu, ce qu'elle raconte, on est vraiment dans du Zola, quoi. On est dans des conditions extrêmes où les filles qui sont en artistes lyriques, elles ont besoin d'avoir un protecteur, où elles n'arrivent pas à payer leur fin de mois, où elles vivent dans des chambres misérables et elles sont maltraitées. Bernadette, c'est l'heure pour toi. Merci, merci de ta venue et bonne soirée au théâtre. Et donc, elle va écrire ce roman qui est pour plus d'une raison très intéressant. Et je vous conseille aussi vivement. Il est sorti depuis 2 mois. Il s'appelle Le Grand Art aux éditions Le Tripode. Il est très facile à trouver. Donc c'est pas sous le nom, je crois, Alexandra Lavinel, parce qu'elle s'appelle pas comme ça à ce moment-là. Je me rappelle plus sous quel nom ils l'ont sorti. Et surtout, il y a une postface très intéressante, une 30aine de pages, écrite par le chercheur Samuel Tevos, qui est donc à l'origine de la réédition, de l'édition, enfin, de ce roman, resté inédit si longtemps. Alors ensuite, après celui-là, comme elle était très déçue, mais qu'entre-temps elle s'est mariée, elle a essayé, elle y a retouché une 2e fois, et elle a écrit un 2e livre qui s'appelle « Dans la vie », qui aussi veut parler un petit peu de ce milieu, aussi artiste, théâtre, mais qui est moins, pour moi, il n'a pas encore été édité à ce jour, mais pour moi, il est moins intéressant. Mais Le Grand Art, journal d'une actrice, c'est vraiment passionnant. Et on découvre donc toute cette vie qu'elle a cachée. C'est-à-dire que Marie-Madeleine n'entendra jamais parler de sa vie. À partir du moment où elle épouse Philippe Nel et qu'elle met sur le livret de famille et sur le contrat de mariage femme de lettres, elle devient femme de lettres. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons de son mariage, c'est de pouvoir se positionner en tant que femme de lettres et non plus artiste lyrique, cantatrice, directrice du casino et tout ça. Et elle ne parlera pour ainsi dire pas, mais quand on lit à travers les lignes, comme par exemple dans sa correspondance, mais qui n'était pas éditée au temps de Marie-Madeleine, elle dit souvent à son époux, oui, et comme tu le sais, le théâtre, ça me connaît, voilà, elle fait des allusions. Et un jour, Marie-Madeleine aime bien raconter que quand elles se disputaient toutes les deux, parce que vous avez vu les forces de caractère, bon, par moments, il y avait vraiment, disent les voisins à Digne, il y avait des étincelles sacrément, et Marie-Madeleine se campait devant elle et lui disait, Madame, vraiment, vous auriez pu, ou vous auriez dû faire du théâtre. Et là, elle la regardait avec le même petit air ironique qu'elle avait là, et elle lui a dit, ah ma fille, si tu savais. Mais elle n'en a jamais vraiment dit plus, et c'est vraiment juste à la fin où Marie-Madeleine commençait à répertorier tout ce qu'il y avait dans la maison, où elle est tombée sur ces malles qui renfermaient encore quelques vêtements de ses tenues. D'ailleurs, maintenant, ils en ont fait... Il y en a eu une d'exposée au musée Guimet, quand ils ont fait l'exposition au musée Guimet l'année dernière sur Alexandra, magnifique, de ces différents rôles. Et c'est donc après qu'on a petit à petit refait le puzzle de toute sa vie. Et même encore maintenant, avec Samuel Tevos, pendant que j'écrivais la biographie, on s'échangeait des informations parce qu'on ne savait pas, on sait pas encore tout, là où elle a joué, où elle n'a pas joué. Il a fait un travail monumental de recherche dans la presse pour avoir des comptes rendus. Par exemple, moi j'en ai trouvé un en Belgique où on disait, Madame Myrial, elle s'appelait Myrial à l'époque, Alexandra, a une belle voix, mais que n'a-t-elle? Plus de coffre, par exemple. On lui reprochait de ne pas être encore assez positionnée. Mais Massenet, ils ont correspondu, et Massenet était désolée qu'elle n'ait pas pu continuer dans cette voie à l'opéra. Elle a même écrit elle-même un opéra avec Jean Houston, qui s'appelle Lydia, et qu'ils ont composé, Jean Houston étant un des premiers compagnon, enfin on peut dire officiel, le compagnon avec qui elle a vécu avant de vivre avec Philippe Nel et finalement d'épouser, et donc qui était lui-même musicien, anarchiste, qu'elle a connu en Belgique, et ils ont composé Lydia, voilà. J'ai fait les thèmes. Oui. Mais le rôle de soprano est très exigeant. Alors je ne sais pas si c'était écrit ça pour elle-même, enfin, en pensant à sa voix, mais
C'est un rôle très C'est bien difficile à possible. tenter. C'est bien possible. Elle s'est essayée à tout. Et c'était beau de retrouver cette partition pareillement dans les archives. Voilà, sur sa période cantatrice. Et donc ce sens du théâtre, voilà, qu'elle a dès Elle a 18 compris que ans. la vie est un jeu ensuite. Hein. Alors, Oui. on voit dans ses rapports Oui, que l'on entend à travers les témoignages, le monsieur qui parle d'elle, elle disait, mais elle avait une autorité, on ne savait pas qui c'était, mais on se pliait à ses désirs. oui, Elle dit, c'est comme ça, il faut faire comme ça. voilà, Elle a ouais, compris ouais. qu'il Oui, oui, fallait affirmer les choses. c'est sûr. Oui, oui. Et ça, elle, pour le coup, elle a une, oui, oui, mais elle a ce sens de, c'est sûr, elle était Elle extrêmement, travaillait bien, oui, oui. une réputation d'autoritaire, mais et cette exigence, elle aimait à dire, mais c'est vrai, je le sens à travers ce que j'ai retrouvé d'elle, elle l'avait d'abord envers elle-même, et ensuite évidemment elle l'attendait des autres, mais j'ai appris et j'ai aimé aussi dans ce travail que j'ai fait, peut-être certains diront un peu trop, mais j'ai vraiment eu envie d'insister et de découvrir la femme réelle aussi qu'elle était. Qui était une femme qui aimait rire, jouer, qui maniait l'ironie. Je regrette même presque de ne pas l'avoir encore assez souligné, parce qu'on le trouve dans presque chacune des lettres, et elle a un sens de l'humour. Vous voyez là, à la fin, il fallait vraiment, elle avait beau avoir 100 ans, mais la malice qu'il y a dans ses yeux, incroyable, et cette façon de jouer et d'ironiser sur les choses, et même les plus dures, les plus tragiques. Alors, beaucoup ont mis ça au départ sur une espèce de froideur. Oui, elle est froide, elle a épousé cet homme juste pour se faire entretenir, partir ses voyages, voilà, se faire financer. Pas du tout. Comme souvent, la réalité est bien... Enfin, une réalité est plus complexe que ce que l'on dit. Et j'ai aimé pouvoir insister aussi sur la personnalité de Philippe Nel, qui est un homme qui évidemment... ils se sont mariés par provocation, ils le disent, par défi, tous les deux. Ils se sont reconnus comme des êtres un peu particuliers, qui n'avaient pas envie d'une vie banale. Lui était pas mal plus âgé qu'elle. Mais c'est un choix vraiment qu'ils ont fait. Les débuts ont été très houleux, mais n'empêche qu'ensuite, Philippe a fait preuve d'une remarquable fidélité. C'est un couple totalement atypique, improbable, mais c'est un couple. C'est grâce à Philippe qu'on connaît Alexandra, parce que si on n'avait pas cette correspondance, on ne la connaîtrait pas. Et elle-même n'aurait pas connu, elle aurait écrit ses livres, mais elle n'aurait pas connu la notoriété qu'elle a eue, parce que Philippe, comme c'était vraiment une femme d'avant-garde, elle savait, elle était très pragmatique, elle savait s'organiser, et elle savait déjà en partant, elle lui a presque donné les consignes en partant, mais déjà en partant, il faut qu'il garde bien toutes les lettres, parce que ça va lui servir, ça va être son carnet de bord. Et c'est à partir de ces lettres aussi qu'elle va ensuite pouvoir, parce qu'elle décrit tout, c'est des lettres très très longues. Ils s'écrivent presque tout le temps, presque tous les jours. Et elle part 14 ans, pendant toute la Première Guerre mondiale. Et Philippe va réussir avec des relais incroyables. Ces relais, ça peut être les consulats, ça peut être les ambassades, mais c'est surtout les missions, ça peut être des adresses tout à fait improbables de certaines personnes qu'elle rencontre. Et Philippe est toujours là, régulier, pour pouvoir lui envoyer de l'argent. Et encore une fois, cet argent, c'est pas comme on a souvent dit, c'est pas juste qu'il lui finance son voyage, non. Il gère aussi le portefeuille dont elle a hérité de ses parents, il gère aussi l'argent qu'elle récupère, parce que presque tous les mois, elle envoie un article au Mercure de France. Elle s'est positionnée avant de partir, elle faisait partie des salons littéraires, elle avait organisé tout ça très très bien. Donc elle menait à distance. Aujourd'hui, on le fait par Internet. Mais elle a tissé ce réseau-là d'une manière assez remarquable. Et Philippe a été celui sur qui elle a pu compter à tout moment, et qui donc lui a permis effectivement d'aboutir, voilà, dans ce projet, dans cette histoire. Et donc pour moi, je trouve que c'est une femme, on a du mal, on ne sait pas si on l'a définie au départ comme la plus grande exploratrice ou la plus grande aventurière, ou voilà,
c'est une autodidacte qui a envie qui est mue dès le départ par une vraie curiosité. Elle a une attirance viscérale pour la connaissance, pour le monde, pour l'ailleurs. Et elle dérogera pas de ça. Elle fait renouveler son passeport quelques mois avant ses 101 ans. Elle est toujours en mouvement. Dans le livre, j'ai eu envie de mettre la dernière... Donc dans le livre, j'ai associé évidemment, comme on peut le faire maintenant plus facilement, des documents écrits. On voit son écriture. J'avais choisi, j'avais un petit peu choisi, mais sur la dernière page, elle n'arrive plus à... Elle est coquette, elle ne veut pas mettre de lunettes, mais elle ne voit plus. Donc elle demande à Marie-Madeleine de lui écrire en très gros les lettres, parce qu'elle continue à écrire. Et alors elle a organisé un pupitre et Marie-Madeleine met sur une page à gauche en très gros les mots qu'elle veut, et puis ensuite, quand elle peut partir avec le mot, elle repart. Et donc là, elle lui a demandé d'écrire « Je vais aller ». Et Marie-Madeleine lui écrit le modèle, et elle, de l'écriture tremblante, elle écrit « Je vais aller me promener ». Et ça, c'est une semaine avant qu'elle ne parte. Mais elle est totalement habitée par ce mouvement qu'elle a dès l'âge de 3 ans, puisqu'elle dit voilà, je suis une fugueuse née, et qu'à 3 ans, ses grands-parents ont du mal à la retrouver parce qu'elle a passé le portail, qu'elle ne devait pas franchir de la maison. À 5 ans, c'est au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, où il faut que le garde champêtre la ramène la nuit tombée, que les parents sont absolument affolés. Et à 15 ans quand même, elle part à pied depuis Ostende, le long sur la plage. Et elle se retrouve en Angleterre et elle embarque sur un bateau et elle se retrouve. Oui, elle est sans peur. Elle est sans peur, oui. Qu'est-ce qu'on avait mis là? Oui, cet esprit libre. L'esprit libre. L'esprit libre. À 18 ans, j'aime beaucoup, c'est pour son écriture, qui ne va pas beaucoup bouger. La graphie est superbe, elle tient un carnet de ses pensées. Et ses pensées, elles sont assez noires. Il y en a même une d'entre elles, moi je l'interprète comme presque une pensée suicidaire. Elle aurait presque envie de mettre fin à sa vie tellement elle trouve que, bon, elle grandit dans une famille très austère, sa mère ne l'aime pas depuis qu'elle a perdu juste après elle un petit garçon qu'elle aurait tellement vu devenir évêque, et donc sa fille ne l'intéresse pas et elle ne veut pas en entendre parler. Elle trouve auprès de son père qui est un rebelle républicain, elle trouve de quoi se nourrir intellectuellement, mais il est âgé et elle s'isole, et tout de suite elle se met à lire, à écrire, et son carnet de pensée est très beau et très révélateur de son état d'esprit de l'époque, et à 15 ans elle lit déjà tous les philosophes stoïciens, et elle cherche à donner... Elle est à l'internat et elle est en discussion métaphysique avec toutes ses petites amies et elle essaye de trouver un sens à tout ça. Voilà. Elle est assez étonnante. Et donc j'ai mis ces phrases-là. Voilà. Et là, on est en 94 et c'est enfin, elle va partir pour un premier voyage après être revenue de Londres où elle a déjà là abordé le bouddhisme, la théosophie et où elle veut partir. Et partir à ce moment-là, l'air de rien, on embarque, on met un peu plus d'1 mois pour arriver à Ceylan et de Ceylan, elle va remonter en Inde. Et elle va revenir avec vraiment une envie de continuer à écrire et quand elle rentre en Belgique, c'est là où elle est obligée de gagner sa vie et c'est là où, entre 95 et 1900, c'est là où elle va le plus chanter et faire l'artiste lyrique, que ce soit en Europe et surtout dans cette tournée au Tonkin avec Jean Houston qui l'accompagne aussi, qui lui fait partie de la troupe et qui est instrumentiste. Et en même temps qu'elle est là-bas, elle continue ses recherches sur le bouddhisme, sur l'Orient. Jean est aussi théosophe, il s'arrête en Inde au retour, ils vont rencontrer les théosophes à Nibessan, la société à Adyar de théosophie, ils appartiennent à un gros groupe de recherche et de pensée. Et elle n'a pas peur des contradictions.
elle les assume même parce que, voilà, la réalité, douter, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, Et donc, elle a écrit un livre qui est un véritable ouvrage féministe qui s'appelle « Pour la vie », qui va être préfacé par Élisée Reclus. Élisée Reclus, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand géographe, penseur humaniste, qui est à l'origine de la géographie universelle, en 20 et quelques tomes, et qui a lui aussi été exilé après la Commune de Paris, qui a eu la chance de ne pas être exilé jusqu'en Nouvelle-Calédonie comme Louise Michel, mais qui a été exilé en Suisse, et quand il revient en Belgique avec ses frères, il est ami de Nadar, il s'installe à Bruxelles, tout à côté de là où vit Alexandra avec sa famille. Et là, la fusion est importante. Alexandra appartient à un groupe d'anarchistes, non pas militants, pas du tout violents, mais dans les pensées. Hein. Et là, il y a du monde à Bruxelles à cette époque, à Londres aussi. Et Élisée Reclus prône l'union libre, il prône déjà beaucoup d'idées d'avant-garde, et elle trouve en lui quelqu'un qui sait l'écouter et surtout qui la valorise. Et il préface le livre par un livre fier, écrit par une femme plus fière encore. Et très souvent, il lui sera de bons conseils, et même quand elle va, enfin bon, il va mourir juste après qu'elle se marie, mais il aura tendance à lui dire, essayez de ne pas trop rentrer dans les conventions que vous avez, pour lesquelles vous avez si longtemps lutté, sociales. Et donc Alexandra, à 36 ans, elle se dit que si elle veut être une femme de lettres, si elle veut obtenir ce statut qui est plus important que pour elle, que tout, eh bien peut-être que se poser, et puis Philippe est un peu provocateur, elle l'est aussi, eh bien ils vont se marier, voilà. Et elle, la féministe rebelle à tout, qui dans ce livre appelle les femmes à ne pas se marier, à ne pas avoir d'enfants, à refuser ce statut dans lequel on voudrait les enfermer, eh bien elle va elle-même franchir ce pas. Et elle va donc noter dans son carnet, le 4 juillet, je crois, 1904, j'ai épousé cet affreux Alouche au consulat de France à Tunis aujourd'hui. Voilà, pour vous dire. Ça fait déjà 3 ans qu'ils vivent ensemble, une partie du temps, parce qu'avec Alexandra, ça n'existe pas de vivre ensemble, parce qu'elle est toujours par Mons et par Vaux. Mais ça fait quand même 3 ans qu'ils se connaissent et se fréquentent, mais donc le jour où elle l'épouse, elle a épousé cet affreux Alouche, comme elle le surnomme, au consulat. Et quelques jours après le mariage, ils reprennent le bateau pour le continent, et là ils se séparent, parce qu'elle va rencontrer des éditeurs, et lui va prendre les eaux à Plombières, et ça va être comme ça sans arrêt, c'est-à-dire qu'ils vont passer finalement assez peu de temps vraiment ensemble. Ils sont là, elle est avec lui à Tunis, lui il est ingénieur des chemins de fer, elle est avec lui que quelques mois par an, puisqu'elle a toujours de bonnes raisons pour aller voir ailleurs. Et à un moment donné, le couple va être vraiment en crise, et là elle pense que ça ne peut pas s'arranger. Ils s'écrivent, parce qu'elle est à Londres en 1907. Donc il lui dit, là, il y en a assez, il va falloir choisir. Parce que quand même, chez Philippe, il y avait l'envie et l'idée que peut-être au moment de la retraite, ils allaient pouvoir envisager un petit peu de tranquillité ensemble. Et quand il comprend que ça ne va pas être possible, voilà. Et elle, à ce moment-là, dans cette lettre qu'elle reçoit à Londres, elle se rend compte que là, ça commence à... C'est peut-être le moment où il faut faire attention, parce que là, elle sent que ça va être... Et donc, elle arrive à le rassurer et lui dire « je vais rentrer bientôt ». Il rentre, elle rentre, et quand elle rentre, là, il lui dit « écoutez, j'ai bien compris, vous avez besoin d'un lointain voyage. Il faut que vous réussissiez à faire ce que vous vouliez faire ». Et donc, voilà, on est en 1907, elle va mettre 4 ans à organiser ce premier voyage, et elle part pour 2-3 ans. Elle pense jusqu'au Japon pour vraiment mettre un socle sur toutes ces études qu'elle veut faire. Elle ne veut pas être une orientaliste comme les autres. D'abord, elle ne peut pas.
elle va en auditrice libre, elle écoute la Sorbonne, elle écoute les grands professeurs, les grands tibétologues, mais elle ne peut pas dans la mesure où d'abord c'est une femme, il n'y a pas de femme orientaliste, il n'y a pas de femme à l'université en tant qu'enseignant, et puis ensuite c'est pas ce qu'elle veut, elle veut expérimenter, elle veut du terrain, et c'est ça qui va la oui, la motiver, mais surtout qui va la différencier de presque toutes les autres, parce qu'on peut dire qu'elle a apporté beaucoup à la connaissance du Tibet. Sans être une chercheuse reconnue, elle a apporté beaucoup, parce que parmi tous les chercheurs que je connaisse, il n'y en a pas aucun a vécu 25 ans dans les pays concernés, avec cette même quête. Alors après, pardon ? Et l'expérience. Et l'expérience. Alors après, ça donne quelque chose qui est effectivement, pour certains, beaucoup de ces romans, c'est avec ce centre du théâtre dont on parlait au départ, quelle est la part de vrai, quelle est la part de vision, quelle est la part de faire raconter, remis. Un de ses auteurs favoris, c'est Jules Verne. Donc, depuis toute petite, elle parle de Jules Verne, elle veut, et par moments, on la lit, et c'est Jules Verne. Et moi-même, je me souviens, je me suis passionnée pour Jules Verne, et Jules Verne, il est passionné par ces régions d'Asie, par ces atmosphères, et elle prend aussi, elle a cette même plume, et ses livres, Mystique et magicien du Tibet, où elle va raconter cette expérience unique. Parce que elle est à la fois une femme qui va écrire pour le grand public, qui va en quelque sorte vulgariser des choses assez étonnantes qu'elle a vécues comme une vraie chercheuse ethnologue. Et en même temps, c'est une femme qui est passionnée par le monde, par l'imaginaire, elle est mystique. Elle appartient à cette... Victor Ségalen, quand il écrit Tibet, il est en Chine, il écrit Tibet, c'est au même moment, et c'est sur la même... il est aussi complètement exalté, il parle d'un Tibet qu'il ne connaît pas, et elle, quand elle arrive au Sikkim et qu'elle va découvrir à la frontière nord du Sikkim ce Tibet interdit, elle va avoir presque les mêmes mots d'exaltation que Ségalen dans ses odes au Tibet, en disant « je suis au bord d'un mystère », je suis ensorcelée, et elle rend tout ça comme ça. Mais moi, je vous racontais au départ que je suis arrivée au Ladakh, envoyée en hiver par Nouvelle Frontière en 78, j'ai eu presque la même envie de dire la même chose. Quand on est confronté à des lieux pareils, on peut facilement avoir les sens exacerbés. Bon, donc là, je me mélange un petit peu, mais pour dire qu'elle a plusieurs cordes à son arc, et qu'elle a plusieurs motivations, et que la première, c'est de partir. D'ailleurs, je le redis souvent dans la biographie, sa phrase favorite avec Yongden, qu'elle va vite rencontrer, heureusement, autre personnage très important, sans qui Alexandra n'aurait rien pu réussir de ce qu'elle a fait, Lama Yongden. Mais ils se sont trouvés, hein, c'est pas par hasard, ils se sont rencontrés. C'est partons, puis j'aviserai. Elle veut toujours partir. En 1937, quand elle est en France et que gronde de nouveau ce qui va arriver autour d'elle, elle a voulu partir, Romain Rolland essayait de lui faire obtenir les autorisations pour partir en Russie, en Sibérie, en Bouriatie, où elle voulait aller rencontrer les chamans de par là-bas. Les autorisations ne sont pas tombées. Elle avait quand même l'idée de prendre le transsibérien. Hop, Lama Yongden, qui s'était tout à fait fait à la vie européenne, où il vivait depuis 10 ans, est parti à reculons faire les valises, et ils sont montés dans le transsibérien pour Pékin. Elle a dit, on avisera. On part et on avisera. Elle est revenue 10 ans plus tard, elle avait 70 ans. Assez étonnante. Est-ce que vous auriez une autre question? On dit que le fils adoptif, c'était son guide. Oui. Mais quand elle l'a connu, il était très jeune. Bien sûr. Alexandra, quand elle a... Alors, donc, elle épouse son toc, on saute, voilà, son mari, la vie confortable à Tunis, toc, et je pars au Sikkim. Et là, au Sikkim, Sidéon Tuku, vous voyez, c'est la photo dont je vous parle tout à l'heure.
je vous parlais tout à l'heure, cette photo qu'on m'a envoyée, que personne ne connaissait ici en France, à la maison Alexandra d'Avinay, il l'avait pas, c'est Sidéon Toukou, le jeune Maharaja qu'elle rencontre et qui va être intronisé et malheureusement mourir 4 mois plus tard. Et là, derrière, plusieurs femmes britanniques, et au milieu, Alexandra, elle est là. Alors on savait par une lettre qu'elle était à l'intronisation du Maharaja, mais on n'avait pas cette photo, voilà. Donc elle est en double page dans le livre, elle valait bien cette place-là. Et donc au Sikkim, elle rencontre ce Gomchen qui va donc l'initier. Là, elle fait quelque chose, ah oui, il n'y a pas la photo, mais elle fait quelque chose de très très important. C'est presque personne n'a vécu ce qu'elle a vécu, un peu Lama Govinda des années plus tard. Mais elle va rencontrer ce Gomchen qui est un maître tantrique réputé, érudit, et l'attraction va être mutuelle, c'est-à-dire que elle a déjà beaucoup approfondi pas mal de choses. Elle a été vexée parce que quand elle a fait son entrevue avec le 13e Dalai Lama, elle s'est présentée comme une des premières bouddhistes de Paris, il lui a rionné en lui disant: si vous êtes bouddhiste et que vous vous intéressez au bouddhisme tibétain, vous devez parler tibétain. Donc piquée au vif, le Maharaja lui propose de rester, elle décide de rester, d'apprendre le tibétain, et le Maharaja lui présente le Gomchen. Et là, le Gomchen sent la curiosité, la lucidité, la manière dont elle pose les questions, et il accepte, lui aussi, parce qu'un Gomchen, c'est un maître qui passe presque tout son temps retiré dans les montagnes, isolé. Dans les maîtres tibétains, il y a des maîtres qui ont passé 25 ans en ermitage, ce qu'on appelle, hein, avec quelqu'un qui vient leur apporter de la nourriture, quelques contacts, mais vraiment un minimum avec la vie qui se passe plus bas. Et donc, le Gomchen est de ces hommes-là, et il a un ermitage, et il lui dit: écoutez, je veux bien vous prendre pour disciple, mais à ce moment-là, il faut que vous fassiez le pas d'être avec moi, en dessous, les ermitages du dessous, pour un certain temps, jusqu'à ce que je vous dise. Et donc, elle va passer 2 hivers entiers, 2 ans, dans l'ermitage, là, qu'on voit de la grotte que l'on visite avec Marie-Madeleine. Et donc là, à ce moment-là, juste avant de partir, elle avait toujours comme en Inde, des boys, des jeunes gens qui travaillaient pour elle et qui lui faisaient un peu à manger, qui s'occupaient d'elle. Et donc là, avant de partir, elle avait eu un problème avec son boy, et le Maharaja, Sidéon Toukou, savait qu'elle cherchait quelqu'un et lui présente un jeune homme de 14 ans. Sidéon Toukou, quand elle le rencontre, Lama Yongden, quand elle le rencontre, Apo Yongden, quand elle le rencontre, il a 14 ans, et il est formé à l'école monastique. Donc il a un peu de culture, il parle très mal anglais, mais il est un peu lettré, il est un petit peu, hein, c'est pas un grand lama encore, mais et il s'intéresse lui aussi, il est fasciné par cette petite dame occidentale. Et donc il accepte tout de suite de partir avec elle, il va être à ses côtés pendant ces 2 années de retraite, il va habiter un bungalow à côté, c'est lui qui va lui apporter à manger, qui va s'occuper, qui va gérer, voilà, il va être là quand elle sort, quand le lama la demande, enfin il est là, à son service entièrement, comme on est dans ces cas-là, dans ces pays-là à l'époque. Et quand elle va se retrouver expulsée du Sikkim, puisqu'elle a osé braver les interdits des Britanniques et qu'elle a osé à 2 reprises passer la frontière au nord et aller au Tibet. Une première fois, c'est juste 3-4 jours, mais la deuxième fois, elle va jusqu'à la Shigatse, qui est la 2e ville du Tibet. Elle rencontre le Panchen Lama, qui est l'autorité suprême. Elle revient, et là, le résident britannique est furieux, et elle se fait expulser. C'est ce que avec Marie-Madeleine lit dans le film. Et à ce moment-là, elle pense partir toute seule. Et la question est posée à Apo Yongden, et Apo Yongden lui dit mais non, je veux rester avec vous. Je veux partir avec vous. Elle sait qu'elle part qu'elle va continuer ce voyage qu'elle avait commencé au départ, et elle annonce à son mari qu'ils vont partir en Birmanie et jusqu'au Japon, et qu'elle va rentrer après. On est en 1916, elle rentrera qu'en 1926, encore 10 ans. Et donc, Apo Yongden dit: je vais partir avec vous. Il y a ce rapport de maître à disciple qui existe déjà beaucoup, voilà. Et vous êtes mon maître. Et il part avec elle, et il va dire au revoir à sa famille, et il part avec elle. Et il va revenir, juste quand elle va revenir de Lhasa, quand ils vont revenir de Lhasa, et qu'ils vont être à la mission,
à Pédong. Il va repartir saluer sa famille avant de partir en France, parce que là aussi, pareillement, c'est grâce à lui qu'elle réussit, là où personne n'a réussi. Ils vont essayer pendant à 3-4 reprises. Donc naît ce désir d'aller à Lhasa. C'est pas ça au début qui la préoccupe, mais quand même, au fil du temps, elle rencontre des gens qui ont tous essayé d'aller dans cette ville interdite et qui ont été arrêtés. Il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui ont été torturés, il y en a d'autres qui ont été repoussés. Enfin, personne n'a jamais réussi. Il y a quelques hommes européens qui sont allés jusqu'à Lhasa parce qu'il y a la diplomatie, il y a les Britanniques, il y a des... Voilà. Mais il y a un Japonais qui a réussi et qu'elle rencontre. Kawaguchi, rencontre importante, puisqu'il va lui raconter comment lui, il a réussi. Donc elle a déjà cette notion du déguisement, et en même temps elle est habitée par le déguisement, puisqu'elle est elle-même femme de théâtre. Donc ça lui fait pas peur de se déguiser. Sauf qu'au début, elle est déguisée en grande dame lama, comme dit Emma. Elle va réussir, mais s'il n'y avait pas eu Yongden pour être là, et pouvoir lui permettre de jouer ce rôle-là, eh bien ça n'aurait jamais fonctionné. Et là où ça a marché, quoi. Ça a marché, elle a eu beaucoup de chance. Il y a eu une femme, Annie Taylor, qui avant elle, 30-40 ans avant, justement au Sikkim, avait rencontré un jeune Tibétain et qu'elle avait pris sous son aile, et ensemble ils étaient partis. Mais c'était une évangéliste, je ne me rappelle plus à quel ordre elle appartenait, et elle voulait convertir. Elle partait pour convertir, comme beaucoup à l'époque. Et donc, pour le coup, ils se sont fait arrêter. Le jeune Tibétain était avec sa femme. Ils se sont fait arrêter presque avant d'arriver à Lhasa. Ça a failli très mal tourner pour eux. Et c'est le fait qu'il y ait eu 2 femmes dans le groupe. Enfin, finalement, ils ont pu repartir. Elle n'a jamais pu accepter l'idée. Elle est repartie en Angleterre, mais très vite, elle est revenue vivre. Et elle est restée dans la vallée de la Chumbuy. Elle est restée et elle est morte là-bas. Elle n'a jamais pu revivre à l'occidental. Et je pense qu'Annie Taylor avait donné... Alexandra connaissait l'existence de cette histoire, c'est évident. Elle avait raconté ça en anglais dans un livre qui était sorti. Et je pense que Alexandra avait en tête le fait que cette femme avait essayé avec son protégé d'aller jusqu'à Lhasa. Donc elle s'est dit, si eux ont essayé, pourquoi pas moi? Ça c'est sûr qu'elle se l'est dit, voilà. Et donc Yongden avait 14 ans quand il l'a connue, et il est resté tout le temps avec elle. Et quand elle a écrit à son mari pour lui dire je rentre, mais je rentre, elle hésitait encore à rentrer par les États-Unis, où on lui avait proposé un pont d'or pour sortir le livre, qui est d'ailleurs sorti d'abord en anglais avant de sortir en français, Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Elle lui écrit, elle lui dit si je rentre en France, c'est évidemment avec Albert, qu'elle commençait à surnommer Albert depuis 1 an pour l'habituer un peu à l'européenne, à ne plus s'appeler... Donc elle disait je rentre avec Albert, et Philippe là était intransigeant. Il disait non, il n'en est pas question. Restez là-bas. Restez là-bas, vous êtes mieux là-bas. Déjà qu'il n'avait pas vu sa femme depuis 14 ans, si en plus elle arrivait avec en plus un jeune Sikkimi, non, c'était trop pour lui. Donc elle a tenu tête. Elle est rentrée. Tout le monde l'attendait, tous les journalistes l'attendaient au Havre quand elle a débarqué, sauf évidemment Philippe, vous pouvez bien imaginer. Ils ont mis plusieurs mois avant de se revoir. Et puis elle a eu gain de cause au bout d'1 an. C'est-à-dire, il lui fallait l'autorisation. Ils n'ont jamais revécu ensemble, mais ils sont restés très amis. Philippe venait la voir régulièrement dès qu'elle a été installée à Digne, et ils sont restés très amis, mais elle avait besoin de son autorisation pour adopter officiellement Yongden. Donc elle a eu besoin de revenir à la charge plusieurs fois, et 1 an plus tard, voilà, l'acte d'adoption a été signé avec autorisation de Philippe Nel. Et il est mort Et il est mort en 55, à l'âge de 55 ans. Et ça l'a... C'est étonnant, je retrouve les lettres. Alors il y a beaucoup de lettres, ils ont des amis sur la Côte d'Azur. Yongden adore, on voit les photos là, à partir de 45, ils s'installent, 46 ils reviennent, voilà, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, ils s'installent, ils prennent tous les 2 de l'embonpoint, parce que tout d'un coup on va pouvoir un peu se poser, sédentaires, ils écrivent beaucoup, et ils ont des amis sur la Côte d'Azur, ils ont des amis anglais qui les promènent un peu en voiture. Yongden passe son permis, ils promènent Alexandra. Tout va bien, mais il y a quand même une alimentation aussi
et puis il n'y a pas aucune surveillance, ils vont jamais chez le médecin. Alexandra, elle est comme ça, ou à peine, on ne fait pas attention, on passe son temps à écrire, à passer de tournées en conférences et tout ça. Et depuis, dans les courriers que j'ai épluchés, ou dans ses carnets, puisqu'elle note plein de choses, et les lettres, elle dit, ça fait 1 an que Youngden doit faire des analyses, le docteur il y a quand même un docteur qui est passé, qui a demandé. Et soudainement, une nuit, il est pris de vomissements, et il parle d'une crise durée fulgurante. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais ça s'est passé dans la nuit. Voilà. Et quand le médecin est arrivé, il n'a plus que constaté le fait que voilà, ça n'allait pas aller plus loin. Et donc là, ça a été terrible parce qu'elle avait 87 ou 88 ans. Et donc jamais une seconde, elle avait imaginé qu'elle lui survivrait. Elle avait déjà pris toutes ses dispositions testamentaires et tout ça pour lui. Donc il y a eu cette période, voilà, terrible, jusqu'à ce qu'elle rencontre le 3e ange gardien. Enfin bon, ange gardien, c'est façon de parler. Mais... Son fils adoptif, son corps, il a été enterré, incinéré? Non, il a été incinéré. Elle a gardé les cendres. Les cendres étaient à la maison. Et c'est pour ça que Marie-Madeleine tenait vraiment à exaucer au plus vite ce vœu-là. C'est quand Alexandra a été incinérée, elle avait exprimé le vœu que tous les 2 repartent et soient dispersés dans le Gange. Ce qui a été fait, tous les 2. Dites-moi. Jeanne, merci beaucoup. Il y a eu... Très intéressant. Allez-vous présenter votre film dans les instituts, les centres culturels en Inde Comme j'ai beaucoup voyagé après pour faire d'autres films, je ne l'ai pas fait, on me l'a proposé plusieurs fois. Et donc maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, on m'a dit que j'ai un contact avec les Alliances françaises. Oui, ils m'ont proposé de le faire. Et dans les pays environnants, en Birmanie, en fait tous les pays, même en Thaïlande, il faut que... On va s'y attacher. J'ai apporté quelques livres, là je sais qu'il y en avait quelques-uns qui étaient retenus, mais j'en ai quelques-uns dans le sac à côté si vous voulez. Et puis voilà, à vos dispositions, il y a une petite émission, je vais enregistrer une émission Sagesse bouddhiste, tu sais, sur France 2, là, du dimanche matin. Et au mois de mars, comme c'est toujours le mois de la femme, la journée de la femme, je ne sais plus quel jour, voilà, il y aura une émission. Merci à vous pour votre écoute.